Bonsoir à tous, le titre de champion de France vient sûrement de se jouer ce soir parce que ce soir avait lieu la grande finale de ce championnat de Ligue 1 entre les deux prétendants principaux que sont l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux, et on va débriefer très rapidement ce match qui n'a pas vraiment eu lieu. On va juste rappeler le contexte du match très rapidement. On retrouve côté bordelais la structure habituelle avec les trois défenseurs centraux et des pistons sur les côtés qui étaient Benito et Sabali, même si par rapport à d'habitude, par rapport à habituellement, ce Bordeaux-là il était moins hybride parce qu'on avait Benito qui était très bas et Sabali qui n'avait pas vraiment le rôle de piston, qui était sur le papier positionné un peu plus haut que d'habitude et qui coulissait pas, qui redescendait pas comme le font habituellement les pistons côté bordelais, du moins c'est ce que j'ai remarqué. Et côté marseillais, on avait cette absence très importante de Pipa Benedetto sur le front d'attaque, mais qui était remplacé par Germain. Et au niveau de la sentinelle, ce n'était pas Strootman, mais Bouba Kamara. Donc ça, c'est les principaux enseignements qui avaient attiré au début de ce match. Et au niveau du match, très peu de surprises. Malgré le scénario favorable aux Girondins de Bordeaux en première mi-temps, on avait un Marseille qui avait majoritairement la balle, mais qui sur la première mi-temps, malgré quelques situations, avait du mal à forcer le verrou de la défense girondine, parce qu'on sait que défensivement, en théorie, les trois défenseurs que sont soit Jovanovic ou Mecher, Koscielny et Pablo, défensivement, c'est une défense qui est censée être très solide. Donc malgré la domination de Marseille sur la première mi-temps, Marseille avait quand même du mal à faire la différence. Et certains diront contre le cours du jeu, on a cette ouverture du score d'Adli. Donc ce qui est intéressant sur cette ouverture du score là, c'est que malgré le fait que Bordeaux ait beaucoup de mal à produire du jeu sur cette première mi-temps et même sur l'intégralité du match, mais on y reviendra un peu plus tard, ce but là, c'est intéressant de voir que c'est l'un des schémas préférentiels qu'essaye de mettre en place Sousa, c'est-à-dire la volonté d'essayer de ressortir les ballons proprement derrière et surtout trouver entre les lignes soit Adli, soit Depréville dans le dos des relayeurs adverses, et suite à ça essayer de porter le danger sur l'équipe adverse. Et c'est ce qui s'est passé exactement sur ce but là et qui s'est passé de nombreuses fois depuis le début de la saison. C'est trouver Depréville entre les lignes pour que lui il puisse aller percuter derrière et créer le danger, ce qu'il a fait derrière parce qu'il a pu s'appuyer sur Maja, et c'est Adli lui aussi qui est entre les lignes qui est venu terminer l'action. Donc ça c'est un point qui est assez intéressant côté bordelais, c'est que cette action là, même si elle est dans un contexte de match où Bordeaux se fait dominer, où Bordeaux a du mal à sortir les ballons, c'est typiquement ce qu'essaye de faire Sousa en termes de transition rapide. Certes il ne faut pas se leurrer, Bordeaux ouvre le score, mais le match va très rapidement basculer en deuxième mi-temps, justement pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt. C'est-à-dire que Paulo Sousa, quel que soit l'adversaire en face, il y a des règles de base auxquelles il ne va jamais déroger, et l'une de ces règles de base, c'est essayer un maximum de relancer court, un maximum de sortir les ballons de derrière le plus proprement possible. Le problème, c'est que lorsque tu as des joueurs de la qualité d'un Jovanovic ou d'un Pablo derrière, et même de toute façon de tous les joueurs qui composent cet effectif, hormis peut-être une ou deux exceptions, techniquement, intellectuellement, c'est beaucoup trop limité pour avoir de telles options. Et c'est pour ça que lorsque tu as cette philosophie de jeu, ou du moins ces idées, quand tu joues face à des équipes comme le Paris Saint-Germain, comme Lille ou comme Marseille, qui sont des équipes qui essayent quand même de presser un minimum, de suite tes lacunes et tes limites techniques, tes limites intellectuelles, elles sont mises en lumière immédiatement. Et c'est exactement ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, parce que Marseille a poussé le curseur d'intensité un peu plus haut, Marseille est monté d'un cran en termes de positionnement, et Marseille a vraiment essayé de gêner la relance bordelaise. Et du coup, dans cette situation-là, quand tu as des joueurs aussi limités, quand tu as des joueurs qui ne savent même pas se proposer vraiment de façon intelligente au niveau du jeu, forcément il y a des pertes de balles parce que les joueurs n'ont pas le niveau pour assumer. Et de suite, pour Marseille, ça a été très facile de faire la différence. Alors certes, les 3 buts de Marseille, ils sont inscrits suite à des énormes erreurs individuelles, notamment de Pablo, mais on reviendra un peu plus tard sur son cas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, Paulo Sousa, il a ces idées-là, mais que dès qu'en face, il y a un minimum de pressing, dès qu'en face, il y a un minimum de pression, d'intensité, ces idées-là, elles prennent de suite l'eau parce que tu n'as pas les joueurs capables de pouvoir résister à ce genre de situation. Et d'ailleurs, cette configuration-là, ces idées-là de Paulo Sousa, elles mériteraient peut-être une vidéo un peu plus approfondie sur la question que doivent se poser beaucoup d'entraîneurs. Est-ce que quand on a des principes comme ça, il faut s'attacher à ces principes pour faire progresser son équipe dans ces principes-là, ou il faut quand même avoir un minimum d'adaptation à l'équipe adverse et éviter de se mettre en danger? Parce qu'au final, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que Bordeaux a donné toutes les clés à l'Olympique de Marseille pour revenir dans le match, pour faire la différence.
et que en jouant de cette manière, en ayant cette volonté d'essayer de relancer avec des joueurs qui n'ont pas le niveau, avec des joueurs qui ne savent pas jouer sous pression, tu te tires de suite une balle dans le pied. Donc ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir sur une autre vidéo, mais qu'on n'abordera pas plus en profondeur aujourd'hui. Du coup, côté Marseillais, c'est assez difficile de faire un vrai débriefing de ce qui s'est passé parce que au final, leur match il a été très simple. Ils ont vu que sur la première mi-temps, ils étaient trop bas par rapport aux Girondins de Bordeaux, qu'ils ont manqué d'intensité, manqué de pressing, et du coup, en deuxième mi-temps, ils ont vite rectifié le tir en étant positionnés plus haut, en allant chercher plus haut les Girondins et en les mettant beaucoup plus sous pression. Et du coup, dans cette configuration-là, comme je l'ai expliqué, ça a été très facile pour eux de se créer des situations, ça a été très facile pour eux de récupérer des ballons beaucoup plus haut sur le terrain que lors de la première mi-temps. Donc du coup, la suite des choses, elle a été totalement naturelle, elle a été logique. C'est que Marseille a pris l'ascendant et que même s'ils ont été récompensés suite à des erreurs individuelles grossières des Girondins, ça a été des erreurs individuelles qu'ils ont eux-mêmes provoquées justement par ce changement d'intensité et ce changement au niveau du positionnement sur le terrain. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir que justement Marseille, ils ont su s'adapter, ils ont su régler le tir entre une première mi-temps qui était insuffisante même s'ils avaient l'ascendant et une deuxième mi-temps où ils ont vraiment passé la vitesse supérieure et que ça leur a suffi pour faire la différence. Donc voilà, c'est ma vision globale de ce match tactiquement. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire, si ce n'est qu'on a vu une équipe qui n'a pas le niveau de toute façon pour pouvoir prétendre au top en Ligue 1 et que, comme je le dis sur Twitter, si vous me suivez, c'est que de toute façon cette équipe-là, en termes de qualité intrinsèque, en termes de qualité pure, elle n'est pas programmée pour être à la place à laquelle où elle est actuellement, et de voir un Bordeaux dans les 5 premières places comme ça a été le cas, c'est significatif du niveau actuel de la Ligue 1 et que ce n'est pas nier le travail énorme de Paulo Sousa que de dire ça, parce que même s'il fait du très bon travail, même s'il arrive à tirer le maximum de joueurs très limités, une équipe comme Bordeaux, c'est pas normal pour la Ligue 1 qu'elle puisse se retrouver si haut. Et concernant l'Olympique de Marseille, ils continuent d'enchaîner à la maison, ils continuent d'engranger les points et surtout ils arrivent à creuser un écart avec les concurrents, des concurrents qui sur le reste de la saison vont certainement rectifier le tir ou du moins trouver une vitesse de croisière nettement supérieure à celle qu'ils ont depuis le début de la saison. Donc dans cette situation-là, Marseille continue de prendre des points, même si en termes de jeu, il n'y a pas forcément de certitude. L'essentiel est fait et c'est peut-être à ça qu'il faut se raccrocher, même si sur la performance d'aujourd'hui, même s'ils ont été nettement supérieurs, il y a quand même beaucoup mieux à faire, que ce soit sur la première mi-temps ou dans l'utilisation et dans le pressing, ça a été insuffisant, et même de manière globale où on voit que dans le jeu, c'est quand même très dépendant des différences de Dimitri Payet qui est un coup numéro 8, un coup milieu gauche, un coup numéro 10, qui est obligé vraiment d'avoir un volume de jeu important pour essayer de créer le danger, parce qu'au niveau de l'utilisation du ballon, au niveau de la création, c'est beaucoup trop insuffisant. Et pour finir, je vais donner mon top et mon flop de ce match. Donc mon top, c'est Dimitri Payet évidemment, parce que comme je l'ai dit, c'est par lui que toutes les différences arrivent côté marseillais, c'est par lui que les différences peuvent se faire offensivement, parce que c'est le seul qui, au niveau de l'effectif marseillais, jusqu'à l'absence de Florian Thauvin et encore plus avec le forfait de Pipa Benedetto, pouvait vraiment faire la différence. Et on l'a vu que sur ce match-là encore, il a réussi beaucoup de choses, il a fait beaucoup de différences. Et dans un match quand même qui techniquement a été d'une assez grande pauvreté, surtout bordelais, mais même marseillais, où quand même ça reste pour moi insuffisant, Dimitri Payet, c'est encore l'un des joueurs qui sort du lot, parce que tu vois vraiment qu'il surnage. Et en plus, on est dans une configuration, on est dans une dynamique plutôt où Payet, on sent qu'il est en confiance, on sent qu'il est bien physiquement et ça se ressent de suite, parce que dès qu'il touche le ballon, il va faire des différences, il va créer du danger. Et c'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé en première mi-temps, où même si Marseille avait l'ascendant, Marseille avait quand même peu d'occasions nettes, mais le peu qu'ils ont eu, ça a toujours été par des différences de Payet, balle au pied, qui dribble, qui s'appuie sur un autre joueur, qui essaye de déclencher. Donc pour moi, le top de ce match, c'est évidemment Payet, parce que en termes de qualité pure, en termes de performance, il est nettement au-dessus du reste. Et le flop, c'est dur de dire flop parce qu'il vient quand même de nous faire 90 minutes légendaires. C'est évidemment Pablo. Alors il y a deux choses à dire. La première chose, c'est que effectivement, jouer défenseur axial gauche dans la configuration en plus bordelaise, quand tu es droitier, c'est compliqué, mais ça allait encore plus quand de toute façon, tu n'as pas de pied droit non plus. Donc sur ce match-là, forcément, dès que Pablo il a été mis en difficulté, ça a été un drame, ça a été vraiment un naufrage de Pablo sur ce match-là. Il offre 2 buts à Marseille, 2 buts où il se met en difficulté tout seul, parce que justement, il n'a pas cette qualité technique et en plus, il n'a pas cette qualité intellectuelle de savoir se mettre dans la bonne condition, dans la bonne orientation, et du coup, le moindre pressing, même
même basique, ça le mettait en danger terrible. Donc sur ce match-là, le flop à sortir pour moi, c'est évidemment Pablo, parce que même s'il y avait un écart énorme entre les deux équipes, c'est quand même lui qui a fait basculer la rencontre. Parce que par ses erreurs grossières, par son incapacité à relancer des ballons proprement, il a mis Marseille dans un fauteuil, et qu'après pour l'équipe de l'Olympique de Marseille, ça a été un jeu d'enfant de pouvoir faire la différence, de revenir au score, puis après de passer devant. Donc le top, Dimitri Payet, et le flop, bien évidemment, Pablo. C'est tout pour ce débrief de match. N'hésitez pas à dire dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de ce choc, de cette finale du championnat de Ligue 1 qui a tourné court. N'hésitez pas à dire si vous avez déjà vu un match de la qualité de celui de Pablo ce soir. N'hésitez pas à donner tous vos commentaires parce que je réponds à quasiment tous les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.